Allez, ben on va démarrer. Est-ce que tout le monde a mis son casque? Est-ce que tout le monde entend bien? C'est bon? Très bien. Alors c'est extrêmement bizarre de parler sans s'entendre, mais on va faire comme ça. Du coup, moi je suis Thomas Gauthier de la société Altior. Je vais juste être là pour faire le modérateur de la conversation entre Merwan et Julien. Donc le thème du jour, c'est de parler hardware, parler Made in France et dans un contexte industriel bien particulier, parce qu'on va parler d'un produit autour du monde de l'hydrogène. Donc pour ce faire, je suis accompagné de Merwan de la société Fill & Drive et de Julien de la société Altior. Et je vais les laisser se présenter l'un après l'autre. Donc Merwan, si tu veux commencer. Bonjour à tous, donc Merwan Akasbi, je suis responsable des programmes chez Fill & Drive. Je m'occupe notamment de l'industrialisation de nos produits et donc c'est pour ça qu'on est là pour discuter avec Julien de cette collaboration entre Fill & Drive et Altior. Et Julien, donc, je suis un des associés dirigeants du groupe Altior. Je suis en charge de la stratégie industrielle, donc impliqué à la fois sur les projets et aussi plus en amont sur les avant-projets. Et voilà. Et aujourd'hui, on souhaite donc vous parler un petit peu du projet qu'on a eu et qu'on a en commun avec Fill & Drive. Le principe, c'est qu'on parle pendant une trentaine de minutes. On va voir. Je vais essayer d'être le timekeeper aussi. Et ensuite, si vous avez des questions, on pourra faire tourner un micro. N'hésitez pas à poser des questions à Julien et à Merwan. Donc déjà, pour démarrer, alors pour ceux qui connaissent Altior, vous savez qu'on a des usines en France et des usines en Chine. Et la première question, c'est pour Merwan. Pourquoi, sur la typologie de projet de Fill & Drive, on est plutôt parti sur une production France pour son produit, donc, que vous voyez ici? Pourquoi avoir choisi Orléans pour la production de ton produit? Effectivement, donc on a choisi Orléans pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Fill & Drive, c'est une société initialement qui produit des solutions digitales pour tout ce qui va être autour du paiement, d'identification et plus globalement de la gestion des datas pour les stations hydrogène, gaz, et voilà, sur ces différents aspects. Donc une société qui est principalement composée d'ingénieurs en développement informatique, donc avec une stratégie plutôt donc de sous-traitance de la partie industrielle. Ça c'est le premier point. Donc c'est pour ça qu'on s'est rapproché d'Altior. Ensuite, dans le marché de l'hydrogène, qui est plutôt un marché soumis au pouvoir public, au projet public, on a besoin donc d'avoir une certaine présence, notamment le fait d'avoir un partenaire qui industrialise en France, et l'étiquette du Made in France est vachement intéressante et reconnue pour les réponses à appel d'offres de nos clients. C'est le second point. Et puis de façon plus globale sur le produit en lui-même, dans un marché qui est en croissance, qui est innovant, on a besoin d'une certaine réactivité pour faire évoluer rapidement le produit et répondre donc aux besoins de nos clients qui évoluent, pour tout de suite être en avance sur les attentes de nos clients. Et donc on a besoin de cette certaine proximité et réactivité avec notre sous-traitant pour pouvoir facilement faire évoluer ce produit. Donc voilà, si je résume en gros les différents choix, on va avoir la réactivité, la proximité qu'on a avec les équipes d'Altior pour faire évoluer ce produit qu'on a via l'industrialisation à Orléans, qu'on n'aurait pas forcément, que ce serait plus compliqué d'avoir, disons, en Chine. Le fait de facilement pouvoir se rendre sur place pour tout ce qui est formation, audit et les réunions de travail autour de l'industrialisation de ce produit, qu'on peut facilement faire à Orléans. Et puis évidemment, voilà, l'étiquette, l'image du Made in France qui garantit une certaine confidentialité, une certaine sécurité, un certain gage de qualité également pour toute la partie qualité, traçabilité, etc. qui j'imagine pourrait être reconnu aussi bien évidemment dans les usines en Chine, mais pour nos clients voilà, qui garantissent de façon plus évidente ces différents aspects. Ok. Et de l'autre côté, du coup, Julien, en quoi un industriel français comme Altior est capable de répondre à ce genre de besoin sur un site de production en France? Alors, bon, déjà pour commencer, quelques mots sur Altior pour bien comprendre ce qu'on fait et le genre de sujet qu'on adresse. Donc Altior, on est un groupe industriel. On fait de la conception jusqu'à la production, donc en passant par l'industrialisation.
Donc nous, les clients qui viennent nous voir, ils ont un sujet à concevoir, industrialiser et produire derrière. Donc on a des moyens qui sont évidemment bureaux d'études mécatroniques, électroniques, hard et soft, et mécanique. C'est un bureau d'études qui est implanté à Orléans. Et puis après, on a deux usines. Donc une usine qui est à Orléans et une usine qui est un petit peu plus loin en Chine, à Shanghai. Donc voilà, ça pour planter un petit peu le décor de ce qu'est Altior. Donc je le disais, voilà, nous, les clients viennent nous voir avec des besoins qui sont in fine de produire. Et quand Merwan est venu nous voir sur son projet, il nous a expliqué un petit peu l'avancement de son côté, de leur côté sur le produit. Les volumes qui étaient en jeu, tout ce qui était important aussi pour Fill & Drive, à savoir flexibilité, rapidité d'exécution, pouvoir nous accompagner sur un produit qui était en lui-même assez mature déjà point de vue conception, mais pas forcément mature d'un point de vue industriel. Et par rapport à tout ça, la meilleure solution que nous, on avait un petit peu dans notre panel, c'était la production dans notre atelier à Orléans. Parce que, voilà, démarrage plutôt sur des volumes, on va dire, plutôt petite série, avec un apport important côté méthode pour justement travailler sur tout ce qui fait que derrière c'est un produit réellement industriel. Donc beaucoup d'interactions qu'on imaginait entre les équipes de Merwan et les nôtres. Voilà. Et pour ça, rien de tel que d'être quand même sur place, de pouvoir tous travailler finalement dans les mêmes ateliers et sur les mêmes problématiques en un temps très court. Et juste pour rebondir, on pense très souvent que la Chine c'est très flexible et que la France c'est très rigide. Typiquement, c'est pas ce que tu dis là, c'est même plutôt l'inverse. Ouais, c'est effectivement. Alors si je prends le cas un petit peu chez nous, on est capable dans notre usine à Shanghai de faire de la moyenne à de la grande série. On a un atelier moyen, on va dire. En atelier moyen, c'est une quinzaine de lignes d'assemblage, donc qui est déjà un morceau, on va dire. Et c'est un outil qui est très adapté pour faire moyenne série, donc on va dire quelques milliers de produits par an, à de la grande série, donc quelques centaines de milliers. Et sur un mode vraiment full industriel, donc c'est-à-dire une conception qui est très industrialisée, des moyens qui sont très industriels avec des cadences élevées. Et alors ça c'est l'avantage, mais l'inconvénient c'est que quand on a une grosse machine entre guillemets comme ça, on ne sait pas forcément apporter des modifications un petit peu au pied levé et on ne sait pas forcément adapter tous les 4 matins l'outil. À côté de ça, en France, à Orléans, on a un atelier qui est ultra flexible et qui est adapté pour faire de la petite, voire de la très petite série. On sait aussi faire de la série moyenne, mais on sait faire de la très petite série et qui requiert de changer quasiment instantanément, on va dire en tout cas plusieurs fois par semaine, les méthodes d'assemblage. Donc on a une vraie flexibilité sur l'atelier France et effectivement, comme tu le disais Thomas, c'est pas forcément l'idée qu'on en a. On peut avoir tendance à croire que qu'on est en France dans des ateliers assez rigides sur ces aspects et en fait pas du tout. Voilà, c'est très très adapté pour faire de la petite série et de la petite série sur une conception qui n'est pas encore totalement aboutie, mais qui est au contraire sur laquelle on va travailler pour progressivement monter en cadence et puis avoir quelque chose de plus en plus industriel. Voire même ajuster la conception sur des points à la marge pendant les phases d'assemblage, c'est aussi possible, quoi. Ce qui est beaucoup plus compliqué en Chine quand tu as lancé la machine.
derrière, tu as du mal à venir ajuster ces points-là, quoi. Oui, 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 et puis d'autant plus que nous, on a littéralement sous un même toit le bureau d'études et les méthodes et la production. Méthodes qui sont vraiment à l'interfaçage, on va dire, entre BE et prod, mais tout le monde est sous le même toit. Donc quand il y a une modification à apporter, y compris sur la conception, c'est très facile de faire une boucle et puis de rapidement pouvoir mettre en œuvre le changement. Si je peux juste rebondir Ouais, sur ce qu'il a dit. Comme on dit, le produit n'est pas forcément très mature. Et donc, on a souvent besoin potentiellement de modifier des pièces directement sur la ligne d'assemblage, de gérer les non-conformités et d'aider du coup les équipes d'Alter au diagnostic parce que forcément, nous-mêmes, on n'est pas suffisamment de retour d'expérience pour diagnostiquer facilement à distance ces produits. Donc, le fait d'avoir cette proximité, on peut facilement, entre nos bureaux à Paris et les bureaux d'Orléans, dans la même journée, avoir une livraison qui se fait, modifier, le lendemain pouvoir repartir sur la ligne de production avec une pièce qui est neuve, qui est réparée, etc. Donc voilà, cette proximité donne cette flexibilité aussi. Et juste pour préciser encore, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que ça c'est un vrai point plus pour notre client, mais c'est un point plus aussi pour l'industriel que nous on est, parce que quand on est dans des phases de mise au point et d'implémentation d'une production comme ça, il y a un millier de questions qui se posent en permanence. Nous, on peut proposer des choses pour améliorer l'assemblage, pour simplifier certains points. Mais forcément, si on n'a pas le client entre guillemets sous la main, ça peut être compliqué de valider. Il y a des choses sur lesquelles on est évidemment autonome, mais dès lors que ça peut éventuellement toucher à un point d'usage, on a besoin de la validation du client. Et si on a une proximité telle qu'on peut l'avoir là, y compris d'avoir le client qui vient sur nos lignes, ça se fait en fait dans la journée, cet aller-retour. Alors on parle du contexte, on parle de la flexibilité, mais on n'a toujours pas encore parlé du produit. Donc si Merwan, tu veux prendre un peu de temps pour nous présenter le produit, on a la chance d'avoir un démonstrateur aussi là, donc vas-y, prends le temps de nous présenter un peu tout ça. Exactement, merci. Donc ce produit, ça s'appelle un VCID. Donc c'est un calculateur de métrologie légale avec une interface utilisateur de type écran tactile. Donc ce calculateur, il permet de façon certifiée, de façon métrologique, de compter les quantités d'hydrogène qui sont distribuées à un véhicule hydrogène pendant son ravitaillement, et donc de multiplier cette quantité de façon certifiée, la donnée vient du débitmètre, par un certain prix qui a été validé par l'exploitant, l'opérateur de la station. Voilà, donc comme ce que vous retrouvez sur les stations pétrole classiques, l'afficheur que vous voyez avec des digits en général, maintenant sur des écrans tactiles également, ça garantit que l'utilisateur paye le bon prix par rapport auquel il a été à l'usage qui s'est servi. Ça, c'est la première partie, donc la partie métrologie qui rend ce produit certifié par un organisme légal en France et en Europe. Donc c'est pour ça qu'on voit des scellés autour de l'écran, des petits points rouges qui, à contrario de ce que j'ai dit tout à l'heure, rend la flexibilité du produit plus contraignante. On ne peut pas forcément modifier ce qu'on veut quand on veut. Il y a tout un dossier légal qui a été déposé et donc on a tout un tas de contraintes autour de cette fabrication et notamment des softwares qui sont flashés, qui sont mis à jour dedans. On ne peut pas les modifier ou les flasher comme on veut. Voilà, ça contraint un petit peu, on va dire, la collaboration qu'on a d'industrialisation avec Alture, mais ça rend le projet plus intéressant. D'autre part, ce calculateur de métrologie légale, c'est également une interface pour l'utilisateur avec des consignes pour lui expliquer comment faire son remplissage, une interface graphique. On peut également avoir accès à tout un tas d'informations techniques pour l'exploitant, pour la maintenance, pour le contrôleur légal, etc. Donc ce produit, il embarque des fonctions clés comme l'écran tactile, comme je l'ai dit, un micro, différentes cartes électroniques, des modules Bluetooth, des modules évidemment Ethernet, pardon. On va également avoir un haut-parleur. Voilà. Donc tout un tas de fonctions hardware autour de cet écran qui vont devoir fonctionner ensemble et être testées évidemment à la fin de la production. Pour donner quelques chiffres, on va avoir environ 82 références différentes. Qu'aujourd'hui, on est autour d'une trentaine de fournisseurs qui participent à la fabrication de ce produit.
C'est un produit qu'on a, comme l'a dit Julien, conçu de notre côté, en interne, qu'on a commencé à prototyper en interne également, puis qu'on a pré-industrialisé, si je puis dire. On a fait un premier run, on va dire, d'une 50aine de pièces sur l'année 2023-2024, avec un premier partenaire qui était beaucoup plus artisanal, contrairement à Altior. Donc on a vraiment pu avoir une certaine, de voir l'évolution entre une fabrication de prototypes maison par notre bureau d'études vers au final l'industrialisation par un industriel comme Altior. Donc le fait d'avoir ce cheminement nous a permis de monter en compétences. C'est pour ça que du coup quand Altior on a commencé à discuter, il y avait déjà une base, comme l'a dit Julien, au niveau de la conception qui était suffisamment éprouvée pour être assez stabilisée. Mais il y avait encore beaucoup à faire évidemment en termes d'indus, donc d'un côté en termes de méthode évidemment, mais aussi et surtout en termes de process autour des méthodes, de gestion de la supply chain, tout ce qui va être stockage, approvisionnement, de gestion de la qualité, de suivi et de traçabilité des différentes problématiques, et puis tout ce qui est à côté sur le processus, on va dire, de SI autour de la production donc le système informatique, d'information autour de la fabrication de ce produit, où là vraiment Altior a pu nous apporter toute une expertise autour de ça. Donc voilà pour le plan général de ce produit. Mais voilà, je voulais insister sur le fait d'avoir eu cette première partie artisanale, nous a vraiment permis d'éprouver et donc d'arriver chez Altior avec un produit qui était déjà, qui avait une première base, on n'est pas reparti de zéro. Ouais. Ce qui est assez intéressant pour la suite. Ouais. Et c'est un produit qu'on retrouve où concrètement ? Alors on le retrouve donc sur les stations hydrogène. Aujourd'hui. Donc on a différents clients en Europe qui fabriquent des stations d'hydrogène et qui vont pouvoir les exploiter. Typiquement en région Rhône-Alpes, on va en retrouver sur la station d'hydrogène de Vénissieux actuellement. On va également la trouver sur la station de Saint-Égrève prochainement à côté de Grenoble. On va également la voir sur la station d'Aubenas. Dans l'Ardèche. On va également avoir à Malataverne dans le sud de l'Ardèche également à côté de Montélimar. Donc voilà, en Rhône-Alpes on va avoir une dizaine de pièces aujourd'hui. On en trouve également d'autres en Europe, en Allemagne. Il y en a une trentaine en Suède, quelques-uns en Finlande. Voilà. On va quand même avoir des clients, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont principalement en France et en Europe. Donc ça va être nos clients qui vont produire des stations d'hydrogène. Et on va avoir une deuxième typologie de clients qui vont commander également ces pièces, c'est assez nouveau. Des clients qui vont opérer, qui vont distribuer de l'hydrogène, donc qui vont acheter ces stations finalement, et puis qui vont vouloir les vendre. Et donc on a créé un deuxième software, un deuxième logiciel qui permet d'utiliser le même hardware, le même produit, pour plutôt directement vendre de l'hydrogène. Donc on appelle ça un terminal de paiement finalement, en extérieur, pour les stations d'hydrogène, comme on peut le retrouver en France dans les stations classiques de pétrole, ou en Allemagne, en Italie, où souvent on va avoir un seul terminal de paiement pour l'ensemble des lignes de distribution de carburant. Donc voilà, on enlève la partie de métrologie légale finalement et on garde uniquement la partie vente de carburant. Donc voilà où on peut retrouver ces différents produits, principalement en Europe et de façon assez proche autour de Lyon et en Rhône-Alpes. Ok, merci Merwan. Pour revenir un peu sur la collaboration entre Fill & Drive et Altior, si Julien, tu peux nous parler un peu du déroulé, du timing du projet, du début jusqu'à la livraison, comprendre un peu comment ça s'est passé et un peu peut-être les pivots ou les axes de flexibilité qui ont dû être développés au fur et à mesure de tout ça, quoi. Ouais, alors bon, on l'a dit, quand Merwan est venu nous voir, on avait déjà un produit qui était finalement conçu et puis partiellement industrialisé. Et nous, quand on a pris ce dossier-là, la première chose qu'on a voulu déjà bien comprendre, c'est à quel point il était avancé. Donc on a fait un kick-off projet, ça correspond en gros au moment où on s'est tapé dans la main pour démarrer la coopération. Donc c'était en mars 2024, je pense, dans ces eaux-là, ouais, c'est ça. Et on s'est dit que ce qui serait donc une première étape intéressante, c'est de faire un premier run où on assemble dans l'état où le produit était à ce moment-là. Donc on a fait ce qu'on appelle chez nous un methods run. Je vais essayer de pas vous fracasser avec plein d'acronymes. Bon, c'est à peu près le seul que j'utiliserai. Non, j'en ai encore un autre après. Method run, donc bon voilà, run méthode. Donc on prend le produit tel qu'il est, on l'assemble
Ça, c'était en juillet de l'année dernière, 2024. On l'assemble et puis ça a deux buts en fait. Le premier, c'est de pouvoir faire un petit état des lieux de tout ce qu'on pourrait apporter comme modification, comme amélioration. Et puis le deuxième, c'est de préparer, nous, tout ce qui est masse documentaire, vraiment méthode, pour nous guider sur comment on va faire après quand on sera vraiment en vie série pour assembler le produit. Donc on a une équipe qui s'occupe de ça chez nous, constituée d'ingé méthode et puis ingé qualité, et sous la synchronisation du chef de projet. Le client est là, on assemble. Voilà, on assemble ensemble, on note tout ce qui doit être noté et puis on commence à faire notre masse documentaire. Après ça, deux choses. Soit il y a des parties qui ne réclament pas forcément d'être modifiées et on les garde telles quelles. Soit il y a des points d'amélioration qui nécessitent éventuellement un bout de reconception. Soit qui nécessitent un travail, Altior en l'occurrence, de méthode. Et donc il y a plusieurs points là-dessus où on avait des choses qui étaient très compliquées point de vue connectique notamment, des choses qu'on a réussi à simplifier, et puis des points, j'en parlerai peut-être plus après, mais vraiment sur la façon d'assembler qui était aussi définie, pas forcément complètement aboutie en amont, donc qu'on a retravaillé. Tu as des exemples de grosses difficultés techniques ? Ouais, alors il y avait tous les passages de câbles en gros, qui était un vrai sujet à retravailler. Et puis un autre point qui me vient en tête aussi, c'est la méthode d'application de la colle, parce que c'est un produit qui est partiellement collé. Le produit est fait ainsi. Et où on avait pour le coup un vrai sujet HSE, santé pour les opérateurs qui devaient coller ce produit. Donc on a vraiment avancé sur comment faire ça pour que ce soit fait en toute sécurité pour nos opérateurs. Donc voilà. Et donc tout ça nous a permis assez rapidement finalement d'aboutir à un pilot run, serial run, on l'appelle comme on veut, mais qui est en gros le run représentatif de ce qui peut se passer derrière en vie série, donc quelque chose de très abouti, à la fois sur l'assemblage, mais aussi la traçabilité, la manière dont on teste le produit. Et ça, on était au point courant octobre 2024. Donc voilà, en gros, kick-off mars, un premier run méthode en juillet, donc 3 mois après, 3-4 mois, et puis 3 mois après, le run vraiment prêt pour production finalement. Et de votre côté, côté Fill and Drive, Merwan, c'est quoi les retours dans cette période-là ? Vous vous sentez impliqué ? Vous vous dites oh là là, qu'est-ce qui se passe pendant 6 mois ? Quand est-ce que mon produit va sortir ? C'est quoi vos retours opérationnels que vous avez par rapport à cette période un peu de déroulé projet ? Ouais. Non, un gros soutien, comme l'a dit Julien, au niveau de l'équipe projet, qui était extrêmement stable. C'est-à-dire qu'on avait quand même les mêmes personnes autour de la table toutes les semaines en réunion pour suivre l'avancée des sujets. Et côté Altior, ils étaient quand même quasiment une demi-douzaine d'équipes dédiées avec, comme l'a dit Julien, un responsable méthode, un responsable supply chain, un responsable qualité, un responsable... On avait l'ensemble des corps de métier qui étaient représentés, donc ça nous donnait vraiment une vision à 360 de l'ensemble des lots du projet. Donc ça donne une certaine confiance déjà, ça montre un gage de pilotage entre guillemets du projet qui est clair. Et finalement ça allait assez vite, la plupart des retards ont été plutôt, du moins le délai a surtout été fait par l'approvisionnement des pièces. Parce qu'en fait nous on est arrivé sur le début du projet avec un stock qu'on avait déjà, on va dire sur 90% des pièces, et Altior a approvisionné quelques pièces clés dont ils avaient en plus un savoir-faire, notamment sur les cartes électroniques. Donc le temps de gérer cette partie stock, finalement ça allait assez vite entre les méthodes run et puis le pilot run. Comme on disait, il y a eu quasiment les 2 mois d'été. En plus on est sur des périodes d'été qui sont évidemment un peu
un peu plus complexes. Donc l'ensemble est allé vite et puis avec un suivi de l'équipe projet qui était très professionnel, très clair. Donc forcément, peu d'inquiétude de notre côté à ce niveau-là. Très content de voir les premiers éléments sortir. Et puis ensuite, là où on était très intéressés, c'est sur les retours process qu'ont fait les équipes d'Altior, notamment, comme l'a dit Julien, sur l'aspect sécuritaire, puisque nous, on ne l'avait pas pris en compte. Et effectivement, l'aspect sécuritaire des opérateurs est un point qui est évidemment indiscutable. Donc le fait de s'améliorer à ce niveau-là est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. Et puis après, d'autres éléments au niveau du process qu'on a vu se mettre en place. Et on a vu le gain tout de suite en termes de qualité et de sécurité sur nos produits, de résilience avec la formation des différents opérateurs qui nous permettait de ne plus être dépendant, comme c'était le cas avant, du technicien qui avait été formé, s'il était absent, s'il n'était pas disponible. Voilà. Là, on voyait bien qu'il y avait une continuité, une vraie gestion industrielle, qu'on était embarqué dans un grand groupe et qu'on sortait de cette phase vraiment artisanale dans laquelle on était depuis 1 an. Et donc évidemment, pour les ambitions qu'on avait en termes d'augmentation de volume, ça nous rassurait énormément. Donc voilà, cet accompagnement, cette proximité, on a pu facilement se rendre sur place pour valider les propositions d'amélioration en termes de process qui avaient été proposées par Altior. Donc cette proximité, cette relation qu'on a créée finalement pendant ces 3 mois d'été avec l'équipe projet a été extrêmement bénéfique et puis a fait que ça a avancé en fait finalement assez vite. On ne pensait pas qu'en 3 mois on arriverait à un process qui soit abouti et qui soit surtout, encore une fois, robuste dans le temps. On n'a pas besoin de revenir sur les méthodes aujourd'hui. Les équipes d'Altior sont parfaitement autonomes. On a juste à intégrer aujourd'hui les évolutions produits qu'on a nous à amener de notre côté, les améliorations, sur les évolutions sur les composants. Mais ensuite, Altior est complètement autonome sur la partie process. Et donc, encore une fois, certains gages de confiance et de sérénité de notre côté sur la production. Donc ça, c'est vraiment positif. Si on parle un peu business, stratégie industrielle, parce que c'est bien de faire en France, c'est flexible, ça peut aller vite, tout ça, mais à un moment donné, vous avez peut-être aussi des positionnements marché à respecter. Donc à un moment donné, il faut peut-être faire un calcul de se dire, OK, sur les premiers lots, je commence en France, est-ce que je peux continuer? Tant mieux si je peux continuer. Est-ce que je dois un peu faire de l'hybride? On en parlera avec Julien. Voilà, c'était quoi le plus important? Peut-être le coût de revient, le time to market, comment vous avez géré un peu tout ça? Le time to market, ça c'est sûr. Alors heureusement, on avait anticipé justement sur cette période d'été, on avait fait un peu de stock pour pouvoir délivrer nos clients sur le mois d'août et sur le mois de septembre, sans être complètement dépendant de la vitesse d'exécution d'Altior. Donc ça gardait aussi, ça permet d'avoir une certaine, on a baissé un peu le niveau de pression à ce niveau-là. Même si après en termes de time to market, aujourd'hui on s'est mis d'accord en termes de process avec Altior sur un délai de 4 semaines entre le délai de prévenance, de passage de commande finalement, et la réalisation du produit. Donc finalement on est quand même assez, nous pour tout vous dire, on a un délai de 4 mois avec nos clients aujourd'hui entre la commande du produit et la livraison. Donc on a gardé une certaine marge de manœuvre de notre côté, donc c'est plutôt positif. Donc voilà, sur le délai, le time to market, on reste assez agressif pour répondre encore une fois au marché public qui peut être assez variable et des fois assez pressant. En termes de coût de revient qui évidemment est un point clé. Alors nous on n'a jamais complètement assemblé en dehors de la France, comme je disais, notre premier partenaire artisanal, industriel on va dire, était également basé en France, même si on s'approvisionne d'une partie de nos pièces évidemment, on ne peut pas faire autrement à l'étranger. En termes de coût de revient, pour être franc, on a vu le degré de maturité on va dire, de la conception de notre produit, on n'a pas eu de ticket d'entrée, on n'a pas eu de coût d'industrialisation de la part d'Altior. C'est-à-dire qu'on a pu directement rentrer dans les phases de production, pré-série, etc. Alors on a laissé entre guillemets les 3 premiers écrans, je crois, en écran témoin à Altior, donc ceux-là, effectivement, on n'a pas pu les vendre. Par contre, on a juste payé finalement les phases de méthode et de production. On n'a pas eu de réindustrialisation à payer. Donc ça, c'était déjà un point qui était assez important en termes de coût, parce qu'on est une petite société, petite start-up, donc on a besoin d'avoir rapidement des ventes. Après, en termes de coût de revient, si je compare aujourd'hui par rapport à notre premier partenaire, on a été assez surpris dans le sens où le coût de main-d'œuvre a été largement divisé en passant chez Altior, le coût de main-d'œuvre direct de la production, divisé par 2,6 pour être précis, par rapport à notre précédent, comme je disais, partenaire où il y avait un technicien qui venait faire le montage pendant une journée.
Le coût finalement a été équilibré entre les deux partenaires, puisque après côté Altior, on va payer tout un coût lié à la supply chain, à la gestion du stock, au contrôle d'entrée. Alors, en fait, le coût au final pour nous est le même. Par contre, le niveau de qualité a largement augmenté, lié au contrôle, lié au suivi, lié à l'équipe projet, lié à la résilience, comme je le disais, des équipes. Donc voilà, si on fait le bilan en termes financiers, évidemment, on est gagnant aujourd'hui. Et si demain, et c'est l'objectif, il faut en fabriquer plus, Julien, comment un tel projet on peut le scaler déjà on parlait un peu du ticket d'entrée, peut-être que tu veux repréciser ce point-là. Et aussi après, s'il faut augmenter en volume, c'est quoi les solutions pour scaler un projet comme ça en France, si possible, le plus possible en tout cas? Ouais, alors, déjà, on serait très très content, ce serait déjà une bonne nouvelle. Et on est très confiant sur ce point. En fait, c'est tout l'intérêt d'avoir, même si on est au départ sur des petites séries, de travailler quand même en mode industriel. C'est-à-dire que ça permet justement une montée en capacitaire et en volume qui soit finalement assez aisée. On va facilement passer de quelques dizaines par exemple à quelques centaines, puis à quelques milliers. Voire plus. On a aujourd'hui un outil industriel qui, je le disais tout à l'heure, qui permet bien sûr de faire ces petites séries, d'être extrêmement flexible, mais demain faire du volume moyen ou moyen plus, hein, donc c'est quelques milliers ou quelques dizaines de milliers, c'est des choses qui rentrent parfaitement dans notre atelier. Les choses qu'il faudra juste adapter finalement, c'est sur la capacité, et quand je dis capacité, c'est vraiment le nombre de produits traités à certaines étapes. Sur du test par exemple, peut-être qu'il faudra prévoir quelques équipements en plus. Mais ça se fait de manière extrêmement simple. Ça peut être déjà de multiplier l'existant et à des tickets d'entrée, on va dire, qui sont extrêmement modestes. C'est-à-dire voilà, un banc de programmation ou de test, s'il faut en faire un deuxième, par exemple, le jour où les volumes sont plus importants. On ne parle pas de très gros invests, hein, loin de là. Donc ça, c'est très facile à faire. Et voilà, encore une fois, avec des méthodes qui sont déjà là et qui permettent, en fait, c'est vraiment tout l'enjeu, hein, nous, quand on prend un projet, c'est que de toute façon, on voit l'après et on voit le moment où les volumes seront plus importants. Ça, c'est important. Et puis oui, je voulais revenir sur le sujet vraiment du ticket d'entrée amont, où effectivement, on peut avoir un peu comme fausse idée que forcément se lancer dans une industrialisation de ce type-là chez un industriel français suffisamment renommé en tout cas pour avoir des gages de qualité suffisants, c'est des tickets qui sont inaccessibles et qui sont inaccessibles aux startups. Et en vrai, voilà, je suis ravi d'entendre Merwan le dire, c'est toujours mieux quand c'est les clients qui le disent, mais voilà, c'est pas une réalité. C'est des choses qui sont tout à fait accessibles. Il faut être prêt pour la start-up à passer du temps avec l'industriel pour être sur la ligne d'assemblage avec lui et puis participer à tout ça, évidemment. Mais le coût d'indus en lui-même est vraiment extrêmement faible. C'est important. Et puis après, c'est adaptatif, encore une fois, en fonction derrière de la montée en capacité. Et si demain il faut réduire les coûts, la seule solution c'est d'aller fabriquer ailleurs ou il y a des solutions intermédiaires qui permettent d'être plus compétitifs sur des plus gros volumes tout en gardant de la prod en France? Il y a plusieurs solutions. Alors, bon, la montée en volume fait que sur les appros, évidemment, on aura des économies d'échelle et c'est déjà un premier point. Il y a aussi des améliorations assemblage qui ont pu être mises de côté à un moment donné parce que les volumes ne justifiaient pas de passer X heures d'études pour réduire le temps d'assemblage.
mais qui peuvent redevenir intéressantes si les volumes augmentent. Donc là, in fine, c'est aussi une baisse du coût d'assemblage, évidemment. Et puis après, si on voit plus loin ou beaucoup plus loin, il y a d'autres modèles qui sont à la croisée des chemins entre du Made in France et puis du Made in ailleurs. C'est des schémas hybrides. Donc on peut imaginer avoir une partie des éléments qui soient faits ailleurs. Et nous, on pense évidemment à notre usine à Shanghai. C'est un schéma qu'on a sur d'autres produits, où on peut faire des sous-ensembles, et puis par exemple, et puis une partie des sous-ensembles livrer en France, faire l'assemblage, la partie traçabilité, etc. en France. Et voilà, c'est un schéma qui est quand même assez intéressant et qu'on chiffre maintenant quasiment systématiquement. C'est-à-dire que quand on a des avant-projets en chiffrage, on aime chiffrer du Made in France, on chiffre souvent du Made in notre usine à Shanghai, et puis on chiffre aussi ce schéma un peu hybride qui peut être vraiment ultra pertinent. Pour rebondir sur ce qu'a dit Julien, il y a une possibilité aussi qui peut intéresser les gens qui travaillent en start-up. Aujourd'hui, nous, comme je disais, on a amené une partie du stock, du stock, donc avec nos propres schémas d'approvisionnement. On n'a pas de centrale d'achat dédiée chez Fill & Drive, évidemment. Donc les achats, ça va être moi qui les réalise. Ça va être, on va essayer de se débrouiller avec les moyens qu'on a à disposition. Une solution qu'on a imaginée pour l'instant aussi en plan d'action avec les équipes d'Altior serait de, moyennant quelques légères évolutions sur le produit, par exemple sur la quincaillerie ou des choses comme ça, pouvoir facilement utiliser la centrale d'achat d'Altior et bénéficier des volumes qu'ils achètent déjà sur d'autres produits, par exemple, pour réutiliser ces mêmes composants, les intégrer à notre produit et ainsi du coup diminuer le coût des pièces, des matières premières via les volumes des autres produits d'Altior. Donc ça permettrait de venir s'insérer finalement dans cette société beaucoup plus grosse qu'est Altior par rapport à nous, et donc augmenter les volumes sans forcément augmenter directement nos propres volumes de vente. Ouais, et puis une autre piste qui rejoint, c'est ce que tu dis là, Merwan, c'est tout le travail de sourcing équivalent aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur un certain type de volume, on n'a pas forcément un gros impact à aller chercher de l'équivalent sur toutes les lignes. Mais demain, travailler sur certaines lignes, je ne sais pas, sur de la connectique ou autre, et aller trouver du prix sur ces éléments-là, c'est hyper pertinent. Et ça devient d'autant plus pertinent que c'est qualifié en interne. C'est-à-dire que nous, quand on fait ce genre de proposition, on va monter un produit avec, je dis n'importe quoi, un connecteur équivalent moins cher. Et pour s'assurer qu'il est de qualité et qu'il tiendra dans le temps, on va lancer tout le run de qualification en interne, encore une fois, toujours sous ce même toit Altior, où on a BE, qualif, production, tous les gens ensemble. On arrive un peu à la fin du timing. Avant de laisser un petit mot de conclusion peut-être à Merwan et à Julien, je ne sais pas s'il y a des questions parmi les gens dans le public. S'il y a des questions, on peut faire tourner un micro. S'il n'y en a pas, je vais laisser un petit mot de conclusion à Merwan et à Julien. Dans tous les cas, si vous avez des questions, vous pouvez revenir voir Merwan, Julien juste après, voir le démonstrateur. Le démonstrateur est aussi sur le stand d'Altior qui est 30 mètres plus haut, au stand E420. Donc n'hésitez pas à venir le voir, ainsi que les équipes d'Altior. Voilà, peut-être que vous voulez un petit mot de conclusion du coup. C'est quoi les conseils que vous donneriez à des startups, des PME? Vous en avez déjà donné plein. Mais si vous deviez donner un dernier pour réussir un produit hardware en France, un dernier conseil chacun, vous diriez quoi? Allez, très vite en quelques mots. Pour moi, c'est de ne pas avoir peur d'aller frapper à la porte d'un industriel sans avoir d'idées préconçues. Je reviens sur l'histoire du ticket d'entrée. Voilà, c'est pas forcément un sujet, loin de là. Et puis aussi de ne pas avoir peur de frapper à cette porte très tôt, quel que soit l'avancement du projet en fait. Voilà, il y aura toujours
toujours une façon d'entrer sur le sujet, quel que soit l'avancement, que ce soit quelque chose de très avancé ou au contraire très très amont. Voilà. Merwan? Oui, j'aurais pas dit, c'est ce que j'allais dire également. J'ai toujours travaillé en start-up et dans les premières start-up dans lesquelles j'ai travaillé, on avait tendance à vouloir garder la production en interne parce que justement le produit n'était pas mature et qu'on ne savait pas trop comment on allait pouvoir sous-traiter cette production. Et au final, comme l'a dit Julien, il ne faut vraiment pas avoir peur d'aller demander des devis, d'aller discuter avec ces industriels le plus tôt possible, même si ça ne va pas déboucher tout de suite dans les 6 mois sur une sous-traitance, mais pour avoir tout de suite dans son mindset la capacité à imaginer cette intégration chez un industriel, utiliser ses conseils et puis pouvoir se projeter plus facilement ensuite voilà, sur une sous-traitance, en tout cas pas avoir peur de le faire. Merci Julien, merci Merwan. Merci à tous de votre Merci attention. Et puis les personnes de cette table restent disponibles ici ou sur le stand d'Altior si vous avez besoin de précision.